Hélène, et merci de vous être rendue disponible ce matin pour répondre à nos questions. Donc, je rappelle que c'est une vidéo qui est coproduite par l'AFTOC et la FTCC. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça et on en est très content. Donc, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre aux questions que les parents se posent habituellement lorsque leurs enfants ont des TOC ou présentent des signes qui s'apparentent à des TOC. Donc, dans l'idée, je vais simplement vous poser une dizaine de questions en me positionnant du point de vue d'un parent, voilà, qui se poserait un peu les questions de base. Donc, voilà, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier et spécialiste de la question du TOC. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel signe, en tant que parent, est-ce que je peux déceler que mon enfant a un TOC et à partir de quand est-ce que je dois m'inquiéter? Alors, bon, les TOC sont différents les uns des autres. Il y a pas mal de TOC différents. Les premiers signes qui peuvent alerter des parents, c'est le fait que l'enfant fasse des gestes répétitifs plusieurs jours de suite et pendant un temps suffisamment long. Et que ces gestes répétitifs, ces actions répétitives soient de plus en plus envahissantes et qu'on ne puisse pas les arrêter même pour une situation exceptionnelle qui ferait plaisir à l'enfant. Il n'arrive pas à se passer de ces gestes répétitifs. Alors, un petit bémol, c'est qu'il existe des rituels comportementaux normaux au cours du développement de l'enfant, plutôt entre 3 et 7 ans. Un certain nombre d'enfants ont des rituels, notamment le soir avant de se coucher, ont des rituels en fait pour se rythmer au cours de son développement psychologique et plutôt aussi pour se rassurer, notamment avant de dormir, ce sont des rituels assez classiques. Et ça, ce ne sont pas des TOC, ce sont des rituels développementaux normaux. Sachant que on n'en a pas tous les enfants n'en ont pas, et puis certains en ont plus que d'autres, et certains mettent plus de temps à arrêter ces rituels développementaux. Donc, le problème, c'est que ces rituels développementaux, ils ressemblent à des TOC, ce qui fait qu'on fait la différence entre des rituels normaux du développement et des TOC, c'est que les TOC font beaucoup souffrir, sont extrêmement rigides et augmentent avec le temps, sont de plus en plus exigeants, et parfois l'enfant demande aux parents de participer à ces rituels qui sont immuables. C'est-à-dire que même si il faut aller à Euro Disney, ce qu'il attend depuis 3 mois, ce jour-là, il faudra quand même le faire. Alors que des rituels développementaux, ça bouge dans le temps. Et puis, c'est possible de ne pas les faire. Ce n'est pas aussi rigide et anxiogène. Donc, ça, c'est la première chose, des actes et des comportements répétitifs auxquels parfois participent les parents et très rigide, très anxiogène, source de souffrance. Alors, après, il y a un certain nombre d'enfants qui font des TOC, qui ne vont pas montrer leurs TOC, qui en ont honte. Et là, du coup, c'est assez compliqué de pouvoir les repérer. Mais ce sont des jeunes qui, du coup, vont s'isoler, vont monter plutôt dans leur chambre et vont y rester de plus en plus longtemps dans leur chambre à faire des choses répétées. Donc, on peut entendre des bruits de chaises, des bruits de pas. Et puis ces jeunes, du coup, vont de plus en plus isoler, de plus en plus s'obliger à faire des choses qu'ils vont cacher. Mais cet état, ça va générer un état d'anxiété et d'irritabilité. Du coup, ils vont devenir colériques, instables, parfois même agités. Et ce qui n'était pas le cas avant cette période-là. C'est une rupture avec l'état antérieur. Ça peut être une façon de diagnostiquer des TOC invisibles pour l'instant parce que l'enfant ne les dit pas. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on décèle un changement de comportement qu'il faut commencer à s'inquiéter, qu'on constate que l'enfant est plus irrité, plus angoissé. C'est ça véritablement qui doit mettre la puce à l'oreille. Voilà, en plus de moments où il s'isole ou de moments où il fait des choses répétitives ou qui commence à demander toujours les mêmes choses, toujours les mêmes questions, tout le monde, toujours les mêmes gestes aux parents, mais à d'autres personnes de la famille, ou qui commence à s'énerver, à exiger que la brosse à dents soit exactement dans un sens, que le salon soit tout bien rangé, ou alors tout dérangé, mais dans un sens. Enfin, vous voyez, tout ça, ça peut alerter sur des TOC. Donc,
donc, à partir du moment où je constate tout ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour aider mon enfant? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire quand on pense que son enfant voilà, présente des signes qui ressemblent à des TOC? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller doucement, mais sûrement. Surtout, essayer de ne pas juger, de ne pas crier, de ne pas dire mais tu deviens fou, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est vrai que les TOC sont parfois difficiles à comprendre par une personne extérieure. Hein. La logique du TOC le TOC ayant sa propre logique, pour quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas du tout les TOC, ça peut paraître fou, enfin, entre guillemets. Donc, essayez de ne pas être dans ce jugement-là et d'engager la conversation en disant qu'on peut peut-être en discuter et qu'on peut essayer de comprendre afin de l'aider. Et quand l'enfant demande une participation des parents au TOC, là, c'est vrai qu'il faudrait essayer de lui dire qu'on est là pour l'aider, mais pas en participant à ces rituels. Parce qu'une fois qu'on est parti dans la participation au rituel, on ne va plus pouvoir s'en dégager et ça ne va faire qu'augmenter. Alors, bien sûr, dans un premier temps, ce n'est pas toujours facile de déceler qu'il s'agit de TOC et donc de faire 3 bisous 3 fois de suite, 3 soirs de suite, ça peut paraître anodin. Mais quand on s'aperçoit qu'on fait ça depuis 10 jours, là, il faut quand même doucement dire bon, bah là, on ne va pas continuer ce truc-là. Si tu veux, sous forme de petits jeux, on va essayer de diminuer ou d'arrêter ou de modifier chaque jour le nombre de bisous, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'y aller doucement, d'être dans une démarche empathique et bienveillante, expliquer oulala, j'ai l'impression que ton cerveau il te fait des petits pièges et t'oblige à faire des trucs toujours les mêmes. On va essayer de pas trop rentrer dans ce piège-là. Et moi, je vais t'y aider, mais surtout moi, je ne vais pas rentrer dedans. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est ce que je viens de dire, c'est rentrer dedans, participer au rituel dans l'idée que si j'y participe, du coup, il va être moins anxieux et du coup, ça va régler le problème. Alors, il faut être au clair sur le fait que dans l'anxiété ou dans les TOC, la participation de personnes extérieures ne va en aucun cas régler le problème puisque ce sont des troubles qu'on appelle internalisés. Ce qui se passe, c'est dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions. Et de faire participer une personne extérieure va ne faire qu'aggraver les choses. Ça va se faire ce qu'on appelle les facteurs de maintien. Et du coup, en fait, ça va potentiellement le soulager sur le moment, mais ça va surtout lui prouver que c'est l'intervention d'une personne extérieure qui le soulage. Du coup, il va de plus en plus demander l'intervention d'une personne extérieure. Et là, ça va accélérer le processus de je fais des rituels et je demande à une personne extérieure de les faire avec moi. Ouais, c'est un cercle vicieux. Si le TOC persiste, que les symptômes persistent, à quel type de professionnel de santé est-ce que les parents doivent s'adresser pour la meilleure prise en charge? Alors, la logique devrait me faire dire médecin généraliste et pédiatre. Le problème, c'est qu'on a vraiment un problème de formation des professionnels de santé de l'enfance dans le domaine des TOC et de la psychiatrie en général. Hein, ils sont très mal formés, mais c'est presque de notre faute. En fait, nous, les pédopsychiatres, on est très peu nombreux. Et donc, on a du mal à aller intervenir dans tous les corps de métier. Et même en médecine générale, on a du mal à aller faire tous les cours. Et puis, ils ont un cours en première année, deuxième année, et après, ils ne s'en souviennent plus. Bon, bref. Mais quand même, la première démarche logique serait d'en parler quand même aux généralistes ou aux pédiatres. Et puis, assez rapidement, d'aller voir des professionnels de la psychologie ou de la psychiatrie de l'enfant. Maintenant, le domaine de la pédopsychiatrie est un domaine compliqué, en pleine évolution. Et donc, tous les pédopsychiatres ne sont pas très au clair sur ce que sont les TOC. Pour parler assez franchement, beaucoup de pédopsychiatres ou psychologues de l'enfance sont des psychanalystes et ces gens ne reconnaissent pas l'existence des TOC. Ou alors en font une interprétation autre que ce qui est partagé par les professionnels qui connaissent bien le TOC sur le plan international. Donc, l'idée, ça serait plutôt d'aller voir une psychologue ou un psychiatre qui connaît bien le domaine du développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc, il y a des psychologues du développement de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, il y a des psychiatres bien reconnus dans le champ du développement. Et si possible, quelqu'un qui fait de la thérapie cognitive et comportementale, puisque c'est la thérapie de référence de ce trouble. Donc, non seulement c'est la bonne thérapie, mais ces gens connaissent bien ces pathologies-là.
On va parler de la thérapie juste après. Avant ça, deux questions qui se recoupent. C'est si jamais l'enfant n'est pas pris en charge, quelles sont les complications et aggravations possibles et quel peut être le degré d'envahissement du TOC dans la vie d'un enfant, surtout si ces rituels sont cachés ou invisibles? Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de TOC qui ne vont pas durer, qui vont s'en aller spontanément, enfin si on peut dire spontanément, en fait, à un moment donné, l'enfant va découvrir que de faire ça, ça ne sert à rien, que les pensées qu'il avait, en fait, des fois, ils n'ont même pas de pensée, mais que les croyances ou des petites peurs qu'ils avaient, qui les obligeaient à faire ces petits rituels-là, sont plus d'actualité parce qu'ils ont réalisé qu'en fait, les monstres, ça n'existe pas ou qu'ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls si jamais leurs parents ne sont pas dans la maison. Donc, au cours du développement psychologique, il y a aussi des choses positives qui se passent où les TOC s'arrêtent, en fait. Les TOC s'arrêtent parce qu'ils maturent et qu'ils voient que en fait, ça ne sert à rien, ou qu'ils expérimentent chez des grands-parents en vacances qui ne les font pas et qu'il ne se passe rien, et que du coup, ils ne vont pas enchaîner à leur retour à la maison. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Bon, ce n'est pas si fréquent que ça, mais ça existe, des TOC qui s'arrêtent spontanément. Alors, des TOC très envahissants et de plus en plus envahissants, le risque, c'est qu'ils envahissent tout le champ de pensée. En général, de façon un peu classique, les TOC commencent plutôt à la maison et pendant pas mal de temps, ils ne restent qu'à la maison. Et les gens à l'extérieur, à l'école, ne le voient pas. Et puis, au fur et à mesure, ça envahit l'école, les copains, les grands-parents, enfin, tous ces lieux à l'extérieur, ça commence à, en fait, envahir tout le champ de pensée et le jeune n'arrive plus à faire autrement que faire des TOC partout où il va. Donc, le risque, c'est l'envahissement du champ psychique et du champ comportemental. Et du coup, les jeunes n'arrivent plus à se concentrer sur ce qu'ils font, à se concentrer sur les relations à leurs copains, n'arrivent plus à être apaisés. Ils sont toujours en alerte et en train de surveiller ce que les TOC les obligent à faire. Et ça a comme conséquence que ces jeunes sont épuisés. Ils sont très anxieux, très en alerte, du coup épuisés, ils dorment mal, ils sont irritables, ils font des crises de colère très intenses. Hein. C'est assez fréquent qu'on voit, nous, des jeunes arriver amenés par les parents pour des crises de colère intenses. Et en fait, on met quelques temps à découvrir qu'ils sont fatigués, irritables parce qu'ils ont des TOC. Et donc, le risque de complication des TOC, c'est donc une aggravation, une installation sur le plus long terme et des épisodes dépressifs qui se mettent en place, hein, des dépressions assez intenses parce qu'ils sont épuisés et qu'en plus, certains ont tellement honte de parler de leur TOC que du coup, on n'arrive pas à avoir accès à ça et on met du temps à pouvoir les aider pour pouvoir justement engager une thérapie qui enrayerait ce phénomène. Et du coup, on peut imaginer qu'il peut y avoir des conséquences fortes sur la scolarité, sur les relations amicales, voire familiales, du fait de ce que vous venez de dire. Bien sûr. Alors, la première conséquence, c'est sur le plan familial, parce que c'est là où ça se passe le plus souvent et le plus intensément. Après, des TOC qui envahissent le champ scolaire, bien sûr, soit par répercussion sur des problèmes de concentration, soit des TOC directement en lien avec la scolarité. Il y a des jeunes qui sont obligés de réécrire 3 fois chaque mot. Donc, vous voyez bien qu'en scolarité, ça commence à poser problème assez rapidement, ou des jeunes qui vérifient 3 fois ce qu'ils ont écrit, ou même, par exemple, des TOC fixés sur l'envie de faire pipi sans arrêt qui arrive dans leur tête qu'ils doivent contrer. Ben, du coup, pendant l'école, ils ne sont pas très attentifs à ce qui se passe. Donc, bien sûr, et dans la relation au père, ça, c'est peut-être le domaine qui est le moins envahi précocement, parce que vraiment, les relations au père chez les enfants, c'est quelque chose de très important. Donc, ils arrivent quand même à pouvoir se libérer de leur TOC quand ils sont avec leurs copains pendant un temps. Mais quand ça commence à envahir aussi le champ des relations, là, c'est parce que le TOC est en train de vraiment prendre ses aises. D'accord. Donc, c'est un signe d'alerte supplémentaire que la situation est déjà quand même assez avancée. C'est ça. On va passer maintenant au traitement. Finalement, quels sont les traitements efficaces contre le TOC des enfants à partir du moment, bien sûr, où le diagnostic est confirmé par un professionnel, comme on l'a dit juste avant? Alors, de façon très claire, par de multiples études qui ont été répliquées une 50aine de fois, la recommandation internationale de première intention du traitement du TOC de l'enfant, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Ça a été démontré par plein d'études. Il faut faire de la thérapie cognitive comportementale, c'est-à-dire la TCC.
par un professionnel diplômé qui a déjà vu des jeunes souffrant de TOC, qui a déjà expérimenté ça ou qui est supervisé par quelqu'un qui connaît bien ce domaine-là. Voilà. Normalement, on ne devrait faire que ça. Une TCC hebdomadaire avec un professionnel qui connaît bien le TOC. Le souci, c'est qu'en France, même si on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir développer cette thérapie et cette connaissance du TOC de l'enfant dans le champ francophone, on est quand même très en retard par rapport à d'autres pays, mais bon, écoutez, on essaye de faire ce qu'on peut pour développer ça. Quand la TCC ne fonctionne pas, dans un deuxième temps et en association avec la TCC, on peut utiliser des médicaments qui sont des antidépresseurs de type ISRS, mais ce n'est qu'en deuxième intention, quand la TCC n'a pas fonctionné ou quand le jeune va tellement mal qu'il n'arrive pas à rentrer dans la thérapie. Bon, là, on arrive à des champs de surspécialisation où là, logiquement, on devrait être dans un centre un peu plus spécialisé comme un CHU, où là, on prend la décision de mettre sous traitement. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une TCC, et notamment une TCC chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est concrètement? Sur quoi ça repose? Et combien de temps est-ce que le traitement dure? Parce que je crois savoir que le traitement, finalement, est plus rapide chez les enfants que parfois chez l'adulte. Bon, après, il y a tous les cas de figure, mais c'est sûr que plus on s'attaque au TOC précocement dans son évolution, plus c'est facile de l'enlever. C'est sûr que si vous faites des TOC et toujours les mêmes TOC depuis 20 ans, vous comprenez bien que vous allez mettre un peu de temps à enrayer ce processus qui s'est automatisé. Si vous faites des TOC depuis 6 mois, même s'ils sont très douloureux, très anxiogènes, c'est plus facile. Alors en plus, les enfants sont des éponges à apprentissage, donc quand vous leur apprenez à faire autrement et à vivre mieux, évidemment, très rapidement, ils vont apprendre ces techniques pour vivre mieux. Donc, votre question, c'était… Qu'est-ce que c'est concrètement qu'une TCC du TOC chez un enfant ou un adolescent? Alors, la thérapie cognitive et comportementale, comme son nom l'indique, c'est une thérapie qui va apprendre à l'enfant à modifier ses comportements, à mieux gérer ses pensées, donc ses cognitions, avec des techniques émotionnelles adaptées. Donc, dans un premier temps, on va réaliser ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va demander à notre patient, quel que soit son âge, de nous décrire ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions, quand il est emprunt à ces TOC, quand il est envahi par ces TOC. Donc, on va lui demander de s'observer et de nous décrire ce qui se passe. Ce qui est du coup tout un travail pour les jeunes qui ont honte de leur TOC. Donc, nous, on va avoir toute une approche d'explication de ce que sont les TOC, d'explication que nous, on connaît bien, qu'on en a vu plein, qu'on a vu toutes sortes de TOC et qui peut y aller, il peut nous dire un peu tout ce qui se passe dans sa tête à ces moments-là et qu'est-ce que son TOC l'oblige à faire. Une fois qu'on a bien compris cet enchaînement, parce que le TOC, c'est un cercle vicieux, hein, c'est j'ai cette pensée ou j'ai cette sensation ou j'ai cette peur et je fais ces gestes pour éviter ce que le TOC m'envoie comme message. Donc, une fois qu'on a bien compris, on va construire avec le jeune une technique de déconstruction du TOC très progressive. On va lui demander de ne plus toujours obéir à son TOC et d'arriver à gérer cette pensée, de gérer ses peurs en contredisant ces TOC, en trouvant des arguments contre les pensées qui viennent, contre ces peurs qui s'imposent à lui. On va en fait, c'est une technique très progressive, très collaborative de ah bon, mais ton TOC te dit que tes parents vont mourir si tu appuies pas 3 fois si tu tapes pas 3 fois sur la table, mais d'où ça vient cette théorie? Pourquoi il te dit ça? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu as déjà essayé de taper que 2 fois pour voir ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait le faire? Et voilà, on fait sous forme d'exercices comportementaux un peu comme des défis. On va essayer de couper la tête au TOC et de ne plus lui obéir de façon très progressive avec des exercices à faire tous les jours entre chaque séance hebdomadaire. Éventuellement, sous forme de jeu, on pourra gagner des points à chaque fois qu'on aura réussi à ne plus obéir à son TOC. Donc voilà, on fait des exercices comportementaux, des exercices cognitifs parce qu'on va apprendre à ne plus croire aux pensées qui s'imposent à nous, à ne plus à lui répondre. Voire même à le laisser passer. On va apprendre à gérer ces émotions que ça génère sans pour autant faire des gestes et surtout arrêter de demander aussi à notre entourage de faire des gestes. Et tout ça, c'est très progressif et c'est une co-construction. Et la durée d'une TCC de l'enfant, parce qu'on sait que chez l'adulte, en général, c'est long, ça peut durer plusieurs années. Chez l'enfant, quand ça se passe bien, même si encore une fois tous les cas sont différents, ça dure en moyenne combien de temps?
Alors, les protocoles de recherche, ils sont basés sur des séances hebdomadaires entre 12 et 16 séances. Bon, moi, il m'arrive de pas du tout avoir besoin de 12 séances pour des petits talks avec des jeunes très participatifs qui comprennent très vite en fait qu'il faut arrêter maintenant de croire à ces pensées-là. Et puis d'autres, bien sûr, on est obligé d'aller à 25, 30 séances. Alors ça, c'est pour les séances hebdomadaires, c'est-à-dire c'est le traitement aigu initial. Une fois qu'on a fini ces séances, moi je dirais 16 séances. Ces 16 séances hebdomadaires, là, on va commencer à espacer, même s'il y a encore des tocs, parce que normalement, là, on a suffisamment formé le patient pour qu'il puisse arriver à contrer ces tocs, même s'il y en a encore. Donc, on continue à se voir, mais de façon plus espacée. L'idée, c'est d'autonomiser le patient à pouvoir gérer de façon moins guidée ces tocs, pour qu'il continue à enlever le reste des tocs et puis que petit à petit, il soit libéré de ça. Il y a des exercices qui sont en dehors des séances. Tout ne se fait pas en séance. Et l'idée, c'est de donner des clés à l'enfant pour qu'il puisse gérer en dehors, c'est ça. Toujours, toujours. Dans la séance, on analyse le problème, on propose des solutions, on s'entraîne dans le bureau, mais on n'est pas en situation réelle. On s'entraîne pour que, après tous les jours, il puisse passer à cet exercice en temps réel à la maison. Tous les soirs, tous les matins, enfin, tous les jours, il va avoir un changement à mettre en place vis-à-vis de ces TOC à la maison. Et quel doit être le rôle des parents, justement, dans le processus de TCC? Déjà, est-ce que les parents assistent aux séances? Est-ce que c'est recommandé, pas recommandé? Et est-ce qu'ils doivent avoir un rôle ensuite, en dehors des séances, pour aider leur enfant à appliquer ce qu'ils apprennent en séance? Alors, bon, la plupart du temps, ce sont les parents qui viennent demander la thérapie. Donc, bien sûr, ils sont reçus, on les écoute, on écoute à la fois leur désarroi, mais ils vont aussi nous aider à poser le diagnostic dans leur observation. Et après, on va passer beaucoup de temps à leur expliquer ce que sont que les TOC, leur enfant. Et de cette explication va découler un meilleur positionnement. On va les aider à trouver un meilleur positionnement. C'est-à-dire que si les parents participent beaucoup au rituel, on ne va pas leur demander du jour au lendemain d'arrêter cette participation au rituel. Il va falloir que ça soit progressif et que l'enfant puisse gérer le fait qu'il ne participe pas. Donc, en effet, on va leur proposer à des moments de participer aux exercices de déconstruction du TOC. Mais le principal travail, c'est avec l'enfant. Le principal travail qu'il y a à faire, c'est je dois arriver à gérer mes pensées, mes émotions et ne plus faire les rituels par moi-même. Donc, la thérapie, elle va s'adresser essentiellement à l'enfant et nous, on va guider le parent pour que petit à petit, il puisse se détacher de cette participation au TOC, tout en expliquant, tout en rassurant, tout en guidant le parent pour qu'il puisse être bien sûr bienveillant, encourageant dans les progrès que l'enfant fait, qu'il soit patient. Il y a des parents qui me disent qu'au bout de 2 séances, ils ne comprennent pas, ça n'a toujours pas disparu. Évidemment, c'est extrêmement progressif. Mais c'est surtout ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire l'explication à la fois du TOC et de la TCC qui va permettre aux parents de mieux se positionner. D'accord. Encore une autre question. Donc, imaginons la TCC se passe bien, les progrès sont réels au bout d'un certain nombre de séances. Est-ce qu'il y a un risque malgré tout de rechute chez l'enfant qui a réussi à sortir de cet TOC d'une TCC? Et si jamais il y a rechute, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il est sûr qu'il existe des rechutes. Maintenant, moi, je suis beaucoup moins catégorique que mes collègues qui voient des adultes qui ont des TOC. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'était pas du tout d'accord avec mes collègues qui disaient que le TOC était une maladie chronique. Moi, je vois quand même beaucoup de TOC qui ne rechutent pas. Alors, il faut dire aussi que moi, après 16 ans, je ne vois plus les jeunes, je m'arrête à 16 ans, donc peut-être qu'ils ont des TOC à 32 ans et que je ne suis pas au courant. Bon, j'imagine que si les chercheurs disent que c'est une maladie chronique, c'est qu'ils ont des arguments, mais il y a beaucoup moins de TOC chroniques quand on les traite tôt. Plus on les traite tôt, moins ils rechutent. Maintenant, il y a quand même des petites rechutes possibles dans des moments de grand stress, des moments de déstabilisation, ou il y a aussi des rechutes chez des jeunes qui ont arrêté la thérapie avant qu'on ait totalement fini le protocole. Ou il y a aussi des jeunes qui reviennent en me disant « j'avais ce TOC-là, mais je n'ai jamais osé vous en parler ». Et du coup, on ne l'avait pas traité. Donc, bon, il y a des rechutes possibles, moins chez l'enfant et moins si on a pris le TOC tôt et si on a été jusqu'au bout du protocole. Quand il y a des rechutes, normalement, en TCC, on a formé et informé le jeune et sa famille d'une possible rechute.
pour qu'au bout de 2-3 jours où on s'aperçoit qu'on est en train de refaire des TOC, on puisse tout de suite casser le cercle vicieux. Si ça ne suffit pas, on est en général toujours joignable pour pouvoir faire une petite consultation de rappel. Et en général, ça suffit 1, 2, 3 consultations de rappel. Quand c'est pas une rechute trop importante, ça suffit pour enrayer le processus. Il y a aussi pas mal de jeunes qui appellent pour une rechute. En fait, c'est pas tout à fait une rechute, c'est une anxiété normale. Ils ont tellement peur de retomber dans le TOC qu'ils ont besoin d'être rassurés sur ce phénomène-là. Bon, alors, les recommandations internationales disent qu'en cas de rechute considérée comme un TOC vraiment récidivant, il faut refaire une TCC, éventuellement avec le même thérapeute si ça a fonctionné, éventuellement avec un autre thérapeute ou éventuellement avec une autre forme de TCC, c'est-à-dire par exemple en groupe, si on a fait de l'individuel auparavant, ce qui va permettre aussi peut-être une meilleure adhésion à la TCC, parce que si on refute, c'est peut-être qu'on n'a pas totalement adhéré à tout le protocole. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans la TCC, un des piliers de la TCC, c'est la prévention de la rechute. Ça fait partie, bien sûr. En fin de traitement, j'imagine. On a des outils pour justement anticiper les cas ou savoir gérer les cas où on sent qu'on fait une rechute. Bien sûr. Quand on a un cerveau qui a déjà eu des TOC, quand on va vivre un problème, les TOC vont essayer de se réinstaller. Hein. C'est un petit peu comme le parasite qui va se dire « Tiens, là, j'ai une porte ouverte, je vais y aller. Hein. » Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi bien expliquer à notre patient que c'est un petit peu son maillon faible. D'autres ont d'autres types de maillons faibles, hein. Qui sont plus ou moins agréables. Chez les gens qui ont des TOC, quand ils vont être un peu fragilisés, fatigués, c'est le TOC qui va arriver et qui va essayer de se réinstaller. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de reconnaître ça, de ne pas en avoir spécialement peur et de remettre en place vite les phénomènes qu'on a appris pour ne pas se laisser à nouveau happer par ces rituels. Mais ce que vous dites, c'est que même si on sort du TOC, on reste malgré tout vulnérable et que dans certaines périodes de stress, de fatigue, il faut savoir qu'on sera un peu fragile de ce point de vue-là et que les TOC peuvent revenir. On n'est pas guéri définitivement, on reste vulnérable, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? C'est possible, mais ce n'est pas systématique. Mais c'est possible. Il n'y a pas tellement de données très claires sur ça parce que y en a, ils n'ont plus de vrais TOC en fait. Ils ont des mini-rechutes. Alors, moi, je n'arrive pas à faire le part des choses entre j'ai peur de refaire des TOC ou en fait, je suis anxieux et je suis anxieux parce que c'est normal et j'ai peur de ne pas arriver à gérer ça, mais en fait, ça arrive très bien à gérer. Mais... Et alors justement, ça m'amène une question qui aurait pu être la première. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est est-ce qu'il y a des enfants qui ont des prédispositions au TOC finalement? Est-ce qu'il y a des choses dans le caractère? Est-ce que des caractères un peu obsessionnels? Est-ce que finalement il y a des enfants qui sont de meilleurs clients, si je puis dire, pour le TOC que d'autres? Alors, d'abord, il y a de plus en plus de données génétiques. Hein. Il y a une héritabilité génétique. Quand on a un parent, deux parents qui ont eu des TOC, on est quand même très à risque d'avoir des TOC. Ce n'est pas du 100% parce que ce n'est pas autosomique dominant, mais enfin, c'est multigénétique, il y a plusieurs gènes. Mais quand même, quand on a des antécédents familiaux de TOC, on est un petit peu plus à risque que les autres. Après, quand on a des antécédents familiaux de TOC et qu'on est anxieux, d'un tempérament anxieux, là, on augmente nos facteurs de risque. Alors, le tempérament obsessionnel, c'est-à-dire ces jeunes qui très tôt sont très rigides, rangent tout, n'aiment pas le désordre, sont assez autoritaires, ça, on est partagé sur le fait que ce soit un facteur de risque de TOC ou pas, c'est pas systématique. On voit des jeunes totalement désorganisés dans leur vie quotidienne qui développent des TOC. Donc, c'est peut-être deux choses différentes. D'avoir un tempérament obsessionnel et rigide et d'avoir des TOC, c'est peut-être deux choses différentes. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de s'alarmer si on est un parent et qu'on voit qu'il y a un enfant qui est très porté sur le rangement. Ce n'est pas forcément dire qu'il aura… Bon, c'est important de le dire. Hein, c'est important on va peut-être se dire que c'est même une qualité, mais enfin, bon, des fois, c'est… Oui, ça peut… Parce que, et comme on peut s'inquiéter d'avoir un jeune extrêmement désorganisé, oui. C'est pas forcément non plus.
D'accord. Eh ben, Hélène, je suis arrivé au bout de toutes les questions principales qui sont celles qui remontent beaucoup dans les groupes de parole de l'AFTOC auxquels on assiste. Est-ce qu'il y aurait des points que je n'ai pas abordés, dont vous voudriez parler, mettre en avant, des points importants, un message aux parents qui, voilà, soit qui auraient peur que leur enfant ait des TOC, soit qui ont des TOC, et choses dont on n'aurait pas du tout parlé pour de la demi-heure. Bon, peut-être les messages importants, mais il me semble qu'on l'a dit, c'est que le TOC bien pris en charge est plutôt une pathologie de bon pronostic. Maintenant, je suis bien consciente de la difficulté à trouver des praticiens qui connaissent ce domaine-là, mais je vous assure qu'on fait notre maximum pour développer les formations. Et ensuite, les messages pour les parents, c'est pour ceux qui n'ont pas pu faire autrement que de participer aux rituels qui sont pris dans ce piège, il va falloir petit à petit ne plus participer à ce piège, mais le faire de façon très progressive et bienveillante, d'un commun accord avec l'enfant. Il y a aussi des parents qui sont très en opposition, voire jugeants et autoritaires vis-à-vis de leur enfant qui a des TOC, et ça n'aide pas du tout ni l'enfant, ni la thérapie, en fait. Donc, c'est vrai que quand je travaille avec les parents, j'ai un petit peu ces deux types de parents, des parents hyper empathiques qui participent au rituel tellement ils ne peuvent plus supporter que leur enfant soit anxieux, et ça n'aide pas tellement, mais on comprend bien qu'ils aient fait ça. Et puis d'autres parents très rigides et autoritaires qui n'acceptent pas du tout de participer au rituel. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais en même temps qui sont peut-être trop rigides et trop jugeants, trop autoritaires, et du coup, ça ne va pas non plus totalement aider l'enfant. Donc, il faut essayer d'être dans une position intermédiaire. Ce que je comprends être compliqué quand on a un enfant rempli de TOC. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse arriver à quelque chose d'intermédiaire pour pouvoir avancer petit à petit et aider le jeune qui a des TOC. Il nous a paru intéressant et important d'accompagner ces éclaircissements d'Hélène Denis par un témoignage. Vous allez donc voir maintenant le témoignage d'une mère, la maman d'un adolescent qui a eu et qui a encore des TOC, et qui a donc accepté de témoigner pour aider les familles qui sont confrontées à ce problème. Elle a accepté de témoigner à visage découvert, ce que son fils a accepté aussi, mais elle a toutefois préféré conserver l'anonymat pour protéger son fils. Donc vous allez mieux comprendre comment le TOC devient invalidant au fil du temps dans la vie d'un adolescent et comment le TOC finit par mettre à mal toute la vie de famille. Pour mon fils, les premiers signes qui nous ont alertés, ça a été un repli complet sur lui. Mon fils était un enfant qui aimait beaucoup sortir, qui avait beaucoup d'amis, qui était très drôle, beaucoup d'humour, qui aimait beaucoup rigoler. Et du jour au lendemain, donc vers ses 13 ans et demi, 14 ans, il a commencé à plus vouloir aller à l'école. Il attendait toujours le dernier moment pour rentrer à l'école. Il ne sortait plus, il voyait plus ses amis. Il rejetait complètement les profs, c'est-à-dire qu'il refusait du coup de travailler. Il était sans arrêt en conflit avec ses professeurs, alors que il a toujours été un bon élève. Et il s'est vraiment isolé. Il est devenu à la maison très agressif avec nous, avec sa sœur. C'est pareil, il s'isolait dans sa chambre et il voulait pas en sortir. Et dès qu'on essayait de parler avec lui, d'essayer de le faire sortir, il partait dans des colères pas possibles. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, les signes, ça a vraiment été une déscolarisation. Plus de travail, plus envie d'aller à l'école. Je me suis alertée vraiment quand, ça a été surtout un enchaînement de toutes ces choses, en fait, son agressivité, sa déscolarisation, ne plus vouloir travailler. Et je me suis vraiment inquiétée quand j'ai vu que
Il voulait plus sortir. Il voulait même plus aller à l'école parce qu'à l'époque, je l'emmenais à l'école et je me suis dit que il attendait dans la voiture la limite que les grilles de l'école ferment pour rentrer à l'école. Et là, je me suis dit, mince, il y a vraiment un souci. Alors, au début, j'ai pensé à du harcèlement à l'école et je me disais, mais avec le caractère de mon fils, c'est pas possible. Donc, il y a autre chose. Et mon fils faisait du sport à haut niveau. Il avait intégré une équipe de foot, donc c'était sa passion. Et même le foot, il n'arrivait plus à le gérer. C'est-à-dire que il lui arrivait, il était gardien de but, et pendant les matchs, il lui arrivait d'être stoïque, passif, complètement passif, alors que normalement, c'est lui qui mène le groupe, et des fois, il avait des vides, des vides. Et un de ses entraîneurs, d'ailleurs, nous avait dit, je comprends pas, votre fils, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est absent. Il n'est pas du tout dans le jeu, il n'est pas du tout dans son rôle. Donc ça a été un premier signe. Ensuite, à la maison, il y avait pas mal de choses qui se passaient aussi, ses attitudes, des choses, des problèmes avec la douche, des problèmes avec le rangement, plein de choses qui me disaient, je comprends pas, il y a des choses, il veut plus du tout faire, il veut plus du tout ranger ses affaires, il fait plus rien, il ose plus ouvrir les placards, enfin, il y avait plein de signes comme ça et, euh, et sa sœur qui a joué un rôle parce que quand nous on était au travail, elle était proche de son frère et alors il était devenu aussi très très agressif avec elle et elle s'était rendue compte qu'il avait des espèces de rituels et donc des fois elle venait le couper dans ses rituels et lui dire mais arrête, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu t'arrêtes. Et là, il devenait très agressif avec elle, il la rejetait complètement. Et un jour, elle l'a filmé pour nous montrer, parce qu'elle s'est dit, peut-être que même si je leur en parle, ils me croiront même pas. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Ce film, elle nous l'a montré, on aurait dit qu'il était possédé, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et à la vue de cette vidéo, là, je me suis dit, oui, là, enfin, tout a eu un sens. Je me suis dit, effectivement, en fait, tout s'enchaîne. Je comprends tout son comportement, sa mise à l'écart, de plus vouloir sortir, de même plus vouloir participer au repas de famille, de toujours se mettre en retraite, de s'isoler. Donc, j'ai compris. Et, euh, et un jour, un de ses professeurs, m'avait convoquée et elle m'avait montré ses copies. Et elle m'a dit, maintenant, ça m'interpelle. Je pense que votre fils, ça ressemble à des compulsions. Je pense que votre fils a des TOC. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, vraiment, là, on y est, il y a un souci. Et j'ai donc décidé de voir déjà un médecin pour comprendre ce qui lui arrivait. Pas tant pour le TOC sur le coup, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Le TOC, pour moi, c'était obscur. J'avais aucune connaissance de cette maladie. Moi, c'était surtout pour cette dépression qu'il avait, où il voulait plus aller à l'école et qu'il était très agressif à la maison. Et là, je me suis dit, bon, je vais l'emmener voir un pédopsychiatre, on verra bien. Et effectivement, au bout de la première séance, le pédopsychiatre m'a dit, bon, et voilà, votre fils a des TOC, il va falloir le traiter. En parallèle, je me suis un peu renseignée sur ce qu'était le TOC. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'AFTOC. À l'époque, il y avait donc des réunions pour les gens atteints de TOC. On s'est inscrit aux réunions. Mon fils a bien voulu nous y accompagner. Et là, il a pris conscience que oui, il y avait un souci, qu'il y avait un souci.
Il se cachait. Ah non, non, il se cachait. Il n'a jamais abordé le fait que ça n'allait pas, même que ça n'allait pas, qu'il était angoissé, que l'école lui plaisait pas, qu'il avait plus envie d'aller au foot. Il n'a jamais abordé ce sujet avec nous. À chaque fois que j'essayais de prendre un peu d'attache avec lui en lui disant mais comment ça se fait que tu vas c'est bon j'ai pas envie d'en parler je veux pas en parler mais je comprends pas, tu sors plus avec tes copains, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça y est, c'est bon, je veux pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, non, aucune discussion possible à ce sujet. Le déclic, ça a été une réunion de l'AFTOC où étaient présents des personnes atteintes de TOC. Il s'est rendu compte que c'était une maladie qui était quand même grave, qui avait des sacrées conséquences sur la vie de tous les jours, sur la vie professionnelle et qui pouvait aller très très loin, quoi. Donc là, il a pris conscience. Déjà, je pense qu'il a pris conscience qu'il était malade. Parce qu'à un moment, après en avoir quand même, après ces séances et avoir pu en parler un peu avec lui, il m'a dit à l'époque, je pensais que je devenais fou et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pouvais pas me l'expliquer. Je pensais que je devenais fou et j'avais peur de ce que vous penseriez de moi. Donc là, il a pris conscience que c'était une maladie, qu'il était malade, que c'était pas de sa faute. Voilà. Et donc là, il a accepté de se faire soigner. Et c'est vrai que finalement, mon fils était dans un état de fatigue. Je m'étais même pas rendu compte. C'est après, avec le recul, il rentrait des cours, il allait se coucher. Il dormait. Et en fait, il dormait sans arrêt. C'est double peine. Ces TOC l'épuisent toute la journée parce que il se cache, donc il prend énormément sur lui pour les cacher. Et en même temps, il a la dépression qui l'anéantit. Donc évidemment, il est dans un état de fatigue incroyable, mais vrai. Aujourd'hui, je dirais pas qu'il n'a plus de TOC parce qu'il en a toujours, mais lui-même dit qu'il réussit à les gérer tout seul. Et d'ailleurs, même sans médicaments, parce qu'il a arrêté même les médicaments. Mais il a appris à vivre avec, à les apprivoiser et à les arrêter quand lui, il a envie que ça s'arrête. Il y a une nette amélioration par rapport à tous les tocs qu'il avait. Parce qu'après, je me suis rendu compte que tout ce qu'il faisait à la maison, c'était des tocs et c'était pas comme ça par hasard. Évidemment, on est dans un âge où on peut aussi mettre ça sur le compte de l'adolescence, les crises d'adolescence. Mais je pense que euh, il faut être très attentif à, à ce côté de mal-être, surtout le mal-être, l'isolement. Pour moi, un enfant qui s'isole et qui devient très agressif subitement envers sa famille, ses frères, ses sœurs et même ses parents, pour n'importe quelle histoire, il crie, il se met en colère. Je pense que ça, c'est les premiers signes que quelque chose ne va pas.